Bonjour Bernard. Bonjour Claire-Lise. Alors bien sûr, tu fais comme les autres, partie du cercle des conteurs, mais tu n'es pas n'importe qui dans notre cercle, tu es le président. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste finalement la vie du cercle et le rôle de président? Le rôle de président, c'est en fait de coordonner un peu puis de voir que tout le monde fait ce qu'il a à faire quand j'ai besoin d'aide et tout ça. C'est toujours un peu difficile de déléguer, mais on essaye en même temps. Le Cercle des compteurs de Québec, c'est un cercle un peu particulier parce qu'on s'est défini il y a quelques années comme un incubateur de talents. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les gens qui le veulent bien. Fait qu'il y a des gens qui viennent juste à quelques sessions puis qui disparaissent. Il y en a qu'on voit une fois de temps en temps parce qu'ils ont tous des vies un peu occupées et tout ça. Donc, le Cercle des compteurs, c'est surtout pas d'être un diffuseur. On ne veut pas créer des conflits avec ceux qui vivent du compte ou qui veulent se développer. Mais nous, on est très ouverts comme cercle. On a même des gens qui ne comptent pas, mais qui viennent nous voir et qui participent, comme notre secrétaire trésorière, Diane, ne compte pas, même si je la soupçonne avec ses ateliers, quand elle lit dans les bibliothèques et tout ça, de quand même prendre certaines choses qu'elle apprend. Fait que c'est vraiment de pouvoir aussi créer un endroit où les compteurs peuvent se rassembler et se dire des commentaires, parce que la manière dont on fonctionne, c'est qu'on casse un compte, puis les gens après nous donnent des commentaires, puis dépendamment de l'expérience ou de ce qu'ils ont compris ou pas compris, bien, tout ça se met ensemble et ça nous permet à ce moment-là, nous, de progresser aussi comme compteurs à travers ça. Moi, je peux témoigner en tant que conteuse du cercle aussi que les commentaires sont toujours bienveillants. Et c'est un bel accompagnement, ça nous fait vraiment grandir. Oui, mais c'est une des choses qu'on essaye de faire le plus possible. On n'est pas là pour détruire les gens, on n'est pas là pour leur dire « Hey, tu comptes mal ». On est là pour leur dire « Écoute, moi, j'aurais fait ça comme ça » ou il y a certaines choses que tu fais que peut-être ne sont pas nécessaires et des choses comme ça. Comme on avait une conteuse à un moment donné qui racontait comme ça. Fait qu'à un moment donné, on lui a dit « Ben, si tu veux ramener un peu, ben ça nous permettrait d'écouter ce que tu as à nous dire et pas de remarquer que tes bras vont comme ça ou des choses comme ça. » C'est des petits conseils comme ça, puis on s'entraide. C'est beaucoup d'entraide entre compteurs. Au-delà du conte, Bernard, Oui. tu es comédien dans la ville de Québec et tu guides. Oui. Tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton travail et puis mon travail principal, je suis guide chez Cicéron et on fait du guide costumé, donc en costume d'époque et tout ça. Et on a différents contrats aussi qu'on fait dans la ville de Québec avec ça. Quand j'ai le temps, quand il me reste du temps, je suis aussi comédien parce que le temps pour apprendre un texte et tout ça, c'est très long. Mais tout se recoupe à un moment donné, c'est-à-dire c'est de la parole aussi. C'est sûr qu'il y a une différence fondamentale entre le théâtre et le conte. C'est ce qu'on appelle le fameux quatrième mur. C'est qu'un comédien, quand il est dans son rôle, techniquement, est supposé ignorer ce qui se passe dans la salle. Bien sûr, on est tous humains, puis il faut qu'il puisse, si c'est une comédie, laisser rire les gens et tout ça, mais le quatrième mur, ça dit au comédien, tu as un rôle, tu es dans ton monde qui n'est pas en contact direct avec ton public. Tandis qu'avec les conteurs, c'est totalement le contraire. Il faut être en contact avec son public. Et le défi, c'est par exemple des conteurs comme Fred Pellerin, qui sont dans des salles de plus en plus grandes. Comment est-ce qu'on peut avoir le contact avec le public? Et vous remarquerez ça si jamais vous allez écouter Fred. Son petit truc, c'est dire comment ça va Baie-Saint-Paul, comment ça va Montréal, comment tu vas. C'est de s'adresser à la foule comme si c'était une entité, comme si c'était une personne qui crée à ce moment-là une familiarité déjà avec le public et qui nous met dans le conte plutôt que dans une représentation théâtrale. Alors nous, on n'aura pas besoin de faire ça parce que cet après-midi à Baie-Saint-Paul, on est proche, exactement. Je vais voir les gens dans les yeux, je vais pouvoir avoir un contact avec eux autres. Exactement. On te retrouve cet après-midi, tout à l'heure, dans ton avec compte, plaisir, là-haut. Je n'en dis pas plus. D'accord. Merci Bernard. Ça me fait plaisir. Alors, mon premier conte se passe il y a très, très longtemps, dans un lointain pays. Je vais faire appel un peu à votre imagination. Fait qu'imaginez qu'il y a un chemin en terre battue, qu'il y a une rivière, et entre les deux, il y a une colline. Une colline toute simple, comme on voit un peu dans à peu près tous les pays. Et le vent souffle. C'est normal, le vent en général, il souffle. Et voici qu'un jour, le vent vient déposer sur le haut de la colline 3 petites graines. Et il me semble que j'avais vu, mademoiselle, quand on laisse la graine puis qu'il y a les conditions favorables, qu'est-ce qui se passe avec les graines?
Ça pousse, exactement. Hein? Et justement, c'est pour ça que quand c'est tout jeune et tout petit, on appelle ça des jeunes pousses. Et après, ça devient des arbustes. Et après ça, eh bien, ça continue. Ils continuent de grandir et ils grandissent. Et pendant qu'ils grandissent, ils écoutent les histoires des gens qui passent avec leur caravane. Ils écoutent les histoires de la rivière qui passe en arrière, qui leur parle qu'après elle, il y a un lac, qu'après ça, il y a un fleuve, et que ce fleuve va jusqu'à l'océan. Et tout le monde qui habite à la campagne sait que c'est merveilleux quand il y a un beau ciel clair, parce qu'on voit tellement bien les étoiles. On a même des fois l'impression que si on grandissait un peu, on pourrait les toucher. Alors les arbres, ils grandissent, puis ils font comme tout le monde, ces arbres-là. Ils rêvent. Et ils rêvent et ils grandissent. Un jour, le premier arbre dit, « Je connais mon destin. Je sais ce que j'ai le goût d'avoir dans la vie. Moi, ce que je veux, en fait, c'est qu'on me découpe et qu'on fasse de moi un coffre. Pas n'importe quel coffre, un beau coffre. Et qu'on mette dedans les plus beaux émeraudes, les plus beaux diamants, avec des dorures et tout ça, parce que je veux pouvoir contenir le plus beau trésor de la terre, le plus imposant. » Le deuxième arbre, il dit, « Ah, moi, c'est pas ça. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'on me coupe, qu'on m'amène à celui qui fabrique les bateaux et qu'on fasse de moi le plus grand bateau. Et sur ce bateau, je veux que le plus grand roi s'installe dessus et qu'on puisse aller se promener et faire le tour de la terre. Je veux voir de quoi cette terre est faite. » Le troisième arbre, il dit, « Non, 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 moi, je veux rester ici. Et je veux grandir, 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 et j'espère un jour que du bout de mes branches, je vais aller toucher aux étoiles. » Et le temps passe, et le temps passe, et les arbres rêvent, et ils grandissent. Un jour, voici qu'un bûcheron passe par là. Il regarde les arbres, il choisit le premier, et il le coupe. Ah, il est tellement content, l'arbre. « Au revoir, mes frères! Je m'en vais vers mon destin! Ah, je le sens, ça va être fabuleux. » On l'amène au menuisier, le menuisier le coupe, il fait comme quelque chose qui ressemble à un coffre, il lui met des pattes, un coffre avec des pattes, puis j'ai pas de couvercle, puis j'ai pas de dorure. Et on installe l'arbre dans l'étable et on met de l'avoine dedans. Et il est devenu une mangeoire. Une ose, exactement. Puis là, il se lamente, puis il dit, « C'est pas ça que je rêvais, moi. » Un peu plus tard, un deuxième bûcheron passe par là, regarde les arbres et coupe le deuxième arbre. Et il l'emmène chez le fabricant de bateaux. « Hey, notre arbre, il est content, là. Je suis chez le fabricant de bateaux. » Et là, il se fait découper. Et puis là, je me voyais plus grand que ça, puis j'ai pas une belle statue en avant, puis oh non, je suis une barque de pêcheurs sur le bord d'un lac. Je suis même pas dans le fleuve, là, qui mène à l'océan, non, je suis dans le lac. Et il se lamente, puis il se lamente. Le troisième arbre, il s'ennuie un peu, il est rendu tout seul, mais n'empêche qu'il continue à grandir, puis il grandit. Voilà qu'un jour, un troisième bûcheron passe par là. L'arbre essaie de se faire tout petit, mais... Fait que le bûcheron dit, « C'est de toi j'ai besoin. » « Non, non! » Et oui, et il le coupe. Et l'arbre se lamente. On l'amène au menuisier qui le découpe et qui met ses morceaux dans un entrepôt et qui l'oublie là. Hein? Mais voilà qu'un jour, au premier village, là où il y a la mangeoire, il y a un grand brouhaha. On est en hiver, pas très loin d'un certain 25 décembre. Et on arrive, et dans l'étable, on met un bœuf, on met un âne, on nettoie la mangeoire, on met de la belle paille fraîche avec du tissu, de la soie, du coton. Et quelques jours plus tard, on y dépose un enfant. Un enfant qui est calme, calme, calme. Mais c'est pas fini. Les bergers viennent dire bonjour à l'enfant. Imaginez donc qu'il y a même des rois mages de partout sur la terre qui sont venus, qui ont apporté de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Alors notre arbre comprend que son destin s'accomplit, qu'il est en train de prendre soin du trésor le plus précieux de la terre. Et le temps passe, et nous voici maintenant sur le bord du lac,
Puis la barque, ben, elle ne sert plus bien, elle est comme abandonnée. Là. Ouais, il n'est pas bien content, l'arbre. Là. Mais encore une fois, grand brouhaha, une foule, etc. Un homme qui parle à la foule et qui finalement, avec ses compagnons, retourne la barque et s'embarque sur le lac. Et il a tellement parlé, tellement marché qu'il s'endort. Et pendant qu'il dort, une énorme tempête se lève sur le lac, bardasse les hommes et tout ça. Et un des hommes dit « Réveille-toi! Il faut calmer la tempête. » Alors l'homme se réveille, se met droit dans la barque et dit « Calme et paix, calme et paix. » Et la tempête arrête. Et le deuxième arbre réalise que son destin vient de se réaliser, car c'est le roi des rois qui vient de parler. Ah, c'est merveilleux. Et le temps passe, et le temps passe. Et dans le troisième village, à un moment donné, il y a une grande foule qui dit « À mort! Tuez-le! C'est un imposteur! Ah! Lui! Un roi! Ah! » Alors, il ne sait pas trop ce qui se passe. On vient le chercher. On prend ces morceaux, on en fait une croix, on la met sur l'épaule de l'homme. L'homme est déjà fatigué. Il saigne avec sa couronne d'épines. Il va tomber 3 fois. On l'arrive au lieu du supplice. On le cloue sur la croix, on élève la croix. Et à un moment donné, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il va mourir. Et l'arbre comprend que son destin vient de s'accomplir. Parce qu'il comprend que maintenant, il est devenu le symbole du lien entre la terre et le ciel. Excusez-la. Merci. Oui, j'adore ce conte. Je trouve que c'est... malgré que le fait que je m'avoue moi-même être un mécréant, il y a des histoires comme ça qui viennent chercher l'humanité dans nous. Puis il nous reste du temps. C'est le fun, ça, rien qu'un peu. Fait que je vous en raconter une autre. Bon, l'Arche de Noé, ça vous dit quelque chose, les plus jeunes? Oui. Vous savez, ouais. Alors, vous savez que le bon Dieu il était fâché parce que, ben, tu sais, la chicane était poignée entre les humains tellement qu'il a décidé que lui, il faisait le lavage à grande eau. Fait que 40 jours, 40 nuits, on noie tout le monde. Sauf qu'avant, il avait pris la famille la plus honorable, la famille de Noé, puis leur avait dit, bien, vous autres, votre travail, c'est de sauver la création et de mettre dans l'arche, donc dans le grand bateau, 2 représentants de chaque animal, hein, chaque espèce. Alors, vogue, il pleut, puis à un moment donné, bien, la pluie arrête. Noé attend un peu, puis... mais tu sais, après 40 jours et 40 nuits sur un bateau, tu aurais peut-être le goût de voir un petit bout de verdure ou quelque chose. Fait que là, il rassemble les oiseaux et il dit, j'ai une mission pour vous autres, j'aimerais bien qu'il y en ait un de vous autres qui se sacrifie un peu, puis qui aille voir, puis qui vienne nous dire, tu sais. Eh bien, c'est le plus bel oiseau de la création. Celui qui a la plus belle voix, les plus belles plumes. Hey, il est encore plus beau qu'un phénix. Je parle bien sûr du corbeau. Attendez la fin de l'histoire, vous allez voir pourquoi ça change à un moment donné. Alors le corbeau, grand seigneur, dit, je vais y aller, puis il part. Un jour passe. On attend. 2 jours passent. Puis on attend. Finalement, il ne revient pas. Fait que Noé se tourne vers Mme Corbeau puis lui dit, je m'excuse, là, on se souviendra de votre mari comme d'un grand oiseau qui s'est sacrifié pour la cause. Fait que Noé, il attend encore un petit bout de temps en se disant, l'eau va continuer à baisser, puis après, il dit, bien, j'ai besoin d'un autre volontaire. Là. Fait que c'est la colombe qui dit, moi, je vais y aller. Puis la colombe, elle part. Puis on attend, 1 jour, 2 jours, mais là, on commence à stresser un peu, là, tu sais. Mais finalement, voilà qu'on voit un petit point qui arrive, puis c'est la colombe qui arrive épuisée avec une branche d'olivier dans le bec, puis pouf, elle tombe sur le bateau. Fait que Noé dit, ben regarde, reprends ton souffle, là, mais on aimerait quand même savoir d'où tu viens. Fait qu'elle dit, ben c'est par là-bas. Fait qu'ils s'en vont avec l'arche et tout ça, ils s'en vont. Et là, il y a le bout de la montagne, puis il y a quelques arbres. Puis c'est qui est en haut du plus grand arbre en train de se faire dorer au soleil? Le corbeau! Hein? Fait que là, Noé arrive et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Fait qu'il dit, bah, je me suis bien dit que quand je ne reviendrai pas, vous enverriez quelqu'un d'autre. Fait que j'en ai profité pour faire une petite île, puis passer du temps par moi-même, puis...
Oui, puis tu nous as oubliés, tu nous as... Oh, mais je savais que c'était pas grave. Pas grave? On te pensait mort. Dieu, viens ici, j'ai un petit problème avec mon corbeau. Fait que Dieu descend, on lui explique l'histoire. Il a regardé le corbeau droit dans les yeux, puis il lui a dit, « Puisque tu es si individualiste que ça, je vais te punir. Au lieu d'avoir la plus belle voix, tu vas avoir la voix la plus laide. Et au lieu d'avoir le plus beau plumage, tu vas être noir et tu resteras noir le restant de tes jours. » Il nous reste combien de temps? On le sait-tu un peu? 7-8 minutes. On a le temps pour un autre. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Alors, avant les hommes, il y avait juste les animaux. Hein? Dieu n'a pas créé les hommes tout de suite, là. Ah, il vous l'a dit en plus. Hein? Voilà. Vous voyez, on se comprend. Hein? Fait que, mais c'était la chicane. C'était la grosse chicane. Tu sais, quand tu chicanes, des fois, tu hausses le ton, puis ça fait du bruit, puis le monde se bat, puis tout ça. Fait que tout ce bruit-là monte au ciel. Fait qu'à un moment donné, Dieu n'est plus capable de dormir, il n'est plus capable de rien faire. Fait qu'il descend et dit « Wow! Ça vous prend un tribunal. Puis pour avoir un tribunal, ça vous prend une autorité suprême, ça vous prend un roi. Fait que là, faites ça comme vous voulez, mais ça me prend un roi dans quelques jours, quand je vais revenir. » D'accord. Fait que les animaux ont décidé de se réunir sur le bord de l'océan. Pardon, là où il y a des grands palmiers et tout ça. Bien, parce que les poissons ne peuvent pas venir sur la terre et tout ça, c'était plus pratique comme ça. Puis là, ils jasent. Première journée, ils éliminent tous les animaux qui vont dans l'eau. Parce que ce n'est pas pratique. Un poisson ne peut pas aller dans la savane, puis on ne va pas tout le temps se déplacer. Hein. Après ça, la deuxième journée, ils ont éliminé les oiseaux. Parce qu'on sait tous qu'une cervelle d'oiseau, pour un roi, ce n'est pas l'idéal. Hein? Fait que finalement, de fil en aiguille, ils ont décidé que ça devait être un mammifère. L'éléphant, il a dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai d'autres choses à faire. » Le singe a dit « Moi. » Hey, un roi qui joue des tours à tout le monde, non, merci. Finalement, ils ont éliminé tout le monde et il ne reste que 2 candidats, le tigre et le lion. Fait que le lendemain matin, ils décident on va se rencontrer, puis on va faire le vote. Fait que le lendemain, tout le monde est là, mais on ne tient pas compte si tous les animaux sont là. On passe au vote, nombre égal de chaque bord. Là, ils sont mal pris. Sauf qu'il y en a un qui dit « Ouais, mais attends une minute. Le lièvre, il n'est pas là. Il ne s'est pas levé ce matin. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sa tanière est super loin, puis on ne va pas remettre le vote à demain. Il y en a qui ont fait beaucoup de chemin et tout ça. Fait que le tigre dit « Ne vous en faites pas, je vais aller le chercher. » Puis dans sa tête, il se dit « Si je rends service au lièvre, puis si je le flatte dans le sens du poil, il va voter pour moi. » Fait qu'il s'en va, tidi. Il arrive près de la tanière, le trou du lièvre, le terrier. « Oui, qui est là? »« C'est moi, le tigre! » Pardon. « T'es pas venu voter un matin? »« Oh, que je n'aime pas ce ton. Et je n'ai pas entendu le mot magique non plus. »« Je suis le tigre, messire lièvre. Je viens vous chercher pour le vote. Pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? » C'est déjà mieux. Et le lièvre sort, se lisse un peu les oreilles, regarde le tigre et dit « Vous savez que j'ai des petites pattes et que ça serait beaucoup plus confortable si j'embarquais sur votre dos. » « Oui, vous avez bien raison, embarquez, ça va aller plus vite qu'on en finisse. » Et le tigre s'en va comme ça. Et le lièvre, à un moment donné, dit « Stop! » Quoi encore? Je suis parti si vite que je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Et je n'ai pas les idées claires quand je n'ai pas mon petit déjeuner. Et je vois là quelques trèfles et quelques pissenlits qui feraient un véritable régal. Allez-y, mais faites ça vite. Et le lièvre prend son temps. Oui, mais pendant ce temps-là, le soleil, il baisse. Le tigre, il voudrait bien arriver, qu'on puisse prendre le vote. Cette journée-là, il a assez attendu. Finalement, le lièvre est prêt, il rembarque sur le tigre. Et voici le tigre qui repart. Et à un moment donné, le lièvre dit « Stop! » Quoi encore? Je vois là un petit ruisseau qui gazouille et son eau m'a l'air cristalline. Je suis sûr que l'eau va être un véritable délice. Eh bien, allez-y, mais faites ça vite. Et le lièvre prend son temps, il boit, il se baigne et finalement il dit « Je suis prêt. » Et les voilà qui vont, et pendant qu'ils vont, le soleil continue à baisser. Les voilà arrivés et devant l'assemblée, le lièvre dit « Depuis des siècles,
Les tigres pourchassent ma famille, jouent avec nous, nous torturent, nous font mal. Alors je vote pour le lion. Le tigre veut se jeter sur le lièvre, mais l'éléphant l'empêche. Et le tigre est exilé dans sa forêt à vivre une vie de solitaire. Fait que la prochaine fois que vous allez au jardin zoologique, ou peut-être vous avez déjà été, mais vous n'avez pas porté attention, vous allez voir le tigre qui va d'un bord à l'autre de sa cage, qui a l'air de dire quelque chose en arrière, entre ses dents. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Si jamais je mets la patte sur le maudit lièvre, il va payer.